bienvenue à la galerie d'Argila où nous allons poursuivre notre bel après-midi autour de Marcel Pagnol. Beaucoup d'entre vous étaient tout à l'heure au Nouveau Petit Monde où on a pu inaugurer cette belle exposition des planches des manuscrits de Marcel Pagnol. Et tout à l'heure, il va y avoir, alors on ne sait pas comment appeler ça, conférence, discussion, débat autour de l'écriture de Marcel Pagnol avec, je ne vous les présente plus, Nicolas Pagnol, Jessica Nelson qui est la cofondatrice des éditions du Saint-Père, qui édite ce magnifique manuscrit que vous trouverez, je pense, ici en boutique, et puis Karen Anne qui est notre grande conférencière, spécialiste de Marcel Pagnol puisqu'elle étudie son écriture depuis cette année. Elle a beaucoup de choses à nous raconter et vous allez les partager naturellement avec elle. Auparavant, je vais vous offrir un petit instant musical. Enfin, c'est pas moi qui vais vous l'offrir, d'ailleurs, ce sont les musiciens qui sont là, que j'aimerais vous présenter. Ils vont nous jouer du Vladimir Cosma, parce que voilà, Vladimir Cosma, aujourd'hui, il est intimement lié à Marcel Pagnol. Vous vous souvenez que nous avions fait venir Vladimir Cosma en 2015, pour les 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol, dans un grand concert qu'on avait donné à Agora. Et ce soir, ces deux musiciens vont vous interpréter la célèbre valse d'Augustine. Voilà, je sais que vous l'aimez et par conséquent, voilà, on vous l'a commandé spécialement. Alors, je voulais vous les présenter, c'est pour ça que je prends le micro. Pauline Arnaud, la voici. Elle est... Alors j'ai sa bio, on va faire un petit... Voilà. Elle est née à Marseille en 1988, elle a débuté le piano à l'âge de 4 ans. À l'école de musique de La Penne-sur-Yvonne, c'est une payse, elle est de chez nous, dans la classe de Valérie Ramondetti, qui est là, Valérie, ton élève, bravo. Et elle a intégré ensuite, progressivement, les différents conservatoires de la région, Marseille, Aix, Toulon, où elle en sortira diplômée et passionnée par l'enseignement et la transmission. Elle enseigne le piano depuis 11 ans à cette même école de musique, la Maison des Arts de La Penne-sur-Yvonne. Une licence de musicologie et un master de management et droit de la culture en poche. Elle crée et fonde en 2015 le festival de jazz intitulé Minute Jazz. Elle sait tout faire, le classique, le contemporain, le jazz. Bravo, Pauline. Et puis, elle sera accompagnée de Gabriel Ferry. J'avais un doute sur un P. Gabriel Ferry, ici, on connaît un peu. C'est le violoniste. Il est né à Aix-en-Provence en 1985. Gabriel débute le violon dans la classe d'Aurélia Spadano au conservatoire d'Aix-en-Provence. Après avoir suivi un cursus complet en violon moderne, il décide de se spécialiser en musique ancienne et se présente en 2005 au concours de violon baroque du Conservatoire de Lyon, où il est admis dans la classe d'Odile Édouard. Il obtient son prix 4 ans plus tard. Il fait partie de l'ensemble Les Surprises, avec qui il enregistre plusieurs disques et participe à de nombreux concerts internationaux. Il se produit régulièrement avec le concert d'Astrée, l'ensemble Pygmalion, la Chapelle Rhénane, le concert de l'Hôtel Dieu. Il joue sur un violon français signé Nicolas, c'est ça? C'est pas Nicolas Pagnol quand même, non? J'aurais eu peur. Alors non, je regarde la date de fabrication, 1770. C'est formidable. Alors, on va valser ensemble. Merci à tous les deux de votre participation. On peut fermer le micro, qu'il n'y ait pas d'effet Larsen.
Alors on était vraiment là dans les collines avec Yves Robert, hein, et avec la magie de la musique, bien sûr, de Vladimir Cosma. Donc je vais simplement représenter un peu nos trois invités. On vous a déjà dit l'essentiel, mais moi je vais commencer par dire quelque chose sur Karine. C'est voilà, quelque chose d'un peu personnel. Je connais Karine depuis, je sais pas, 22 ans ou 23 ans, enfin, peu importe. Mais exactement, mais tu étais toute petite, disons-le, disons-le. Et donc, on me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui fait, donc une femme, une jeune femme, qui fait une thèse, un doctorat, une thèse sur Marcel Pagnol à l'université à la Sorbonne. Alors, je dis, il faut que je la rencontre, bien évidemment. Et alors, je me dis, moi, j'arrive, attends, moi, je suis née au Bagne, j'ai connu Pagnol, je sais tout, hein, j'arrive au déjeuner. Karine en face de moi, superbe. Et je commence, alors je l'écoute, je me dis, oui, quand même, ouais, elle connaît bien. Et puis petit à petit, elle commence à parler. Alors moi aussi, je lui dis, moi je sais ça, je fais la maline. Et puis à un moment, elle dit, ce qui est quand même formidable dans Pagnol, c'est le temps, le travail sur le temps. Alors moi je dis oui. Je me dis, bon, où va-t-elle en venir? Et donc elle me dit, mais tu vois, il passe par exemple, il raconte un après-midi sur 15 pages. Et puis, il va sauter 2-3 ans, comme ça, hop, en une page. Et moi, je me dis, mais bon Dieu, je lis Pagnol depuis toujours, je connais tout. Je ne me suis jamais rendu compte de ça. Voilà. Et c'est ça, le travail d'analyse incomparable, que fait Karine. Et elle m'a ouvert les yeux sur des choses que je n'avais jamais remarquées, alors que je croyais savoir. Voilà. Voilà. Alors Karine, c'est quand même bien sûr Marcel Pagnol dans notre regard. C'est aussi la préface dont le manuscrit de La gloire de mon père des Saints-Pères, de la préface donc, à cette édition du manuscrit. Et c'est aussi une romancière de romans historiques. Et nous avons ici quelques exemplaires de son dernier livre sur Madame de Pompadour, Reine des Lumières. Très bien, je ne me suis pas trompée. Parfait, donc là, voilà, ça c'est vraiment le roman historique aux éditions du Rocher. Voilà. Alors, Jessica Nelson, donc cofondatrice des éditions des Saints-Pères, dont la particularité est de n'éditer que des manuscrits. C'est quand même donc une démarche tout à fait particulière. Jessica a été pendant de nombreuses années la rédactrice en chef de Vol de nuit et des émissions de Patrick Poivre d'Arvor. Elle aussi est un écrivain et elle vient de faire sortir un livre que je vous recommande. Rien que le titre, vous allez vous dire qu'il faut à tout prix le prendre. Ça s'appelle « Brillant comme une larme ». C'est aux éditions Albin Michel et c'est un roman autour de Raymond Radiguet, cette comète de Raymond Radiguet. Voilà. Nicolas Pagnol, bon, petit-fils de Marcel Pagnol, voilà. Mais surtout, alors je veux quand même dire, réalisateur, metteur en scène, à la tête des affaires Pagnol depuis maintenant quelques années, 15 ans, ouais, tombe vite, 15 ans, et je pense que ce qu'on doit à Nicolas, c'est la restauration des films, hein, de ce patrimoine-là. Il s'est attelé à ça avec toute son énergie, avec toute sa volonté pour sauver ces films, hein, que le temps rongeait et abîmait. Et donc, on a quand même déjà une bonne partie des films restaurés. Autre réussite spectaculaire, je veux dire, qui, moi, voilà, tu sais que je ne suis pas une lectrice de BD, c'est quand même l'adaptation de l'œuvre de Pagnol en BD, ce qui fait que ça s'adresse aux plus jeunes et renouvelle complètement le public de Pagnol. Voilà. Donc, après, Nicolas, c'est aussi Marcel Pagnol, l'album d'une vie. C'est aussi les correspondances, hein, les 2 volumes des correspondances chez Robert Laffont. Voilà, and so on. Donc vous avez, parce que quand même, vous êtes des Aubagnais, mais vous savez que nous n'avons plus de librairie à Aubagne. Voilà, on n'a plus de marchand de journaux, on n'a plus de librairie à Aubagne. Bientôt, on va presque nous supprimer le panneau Aubagne, on ne va plus savoir où c'est. Bon, voilà. Donc, plus de librairie à Aubagne, c'est quand même pour moi une catastrophe extrêmement... Enfin, c'est impensable qu'une ville de 50 000 habitants n'ait pas de librairie, alors qu'on a des tout petits bleds où on défend
le livre et la librairie. Bon. Donc ce soir, nous avons été obligés, grâce à Création du Sud, grâce à Elisabeth Pogossian de la boutique du Petit Monde, de monter une librairie éphémère autour de Marcel Pagnol. Vous l'avez à l'entrée. Après la conférence, tous ces écrivains, voilà, vous dédicaceront leurs livres si vous le souhaitez. Maintenant, place à vous, chers amis, et merci. Merci Floris, merci. Bonsoir à tous. Alors moi, la valse d'Augustine, elle me tire toujours des larmes. Tu parlais du temps dans l'œuvre de Marcel Pagnol. Et à chaque fois que j'écoute la valse d'Augustine, je me rappelle d'une de ses phrases, le temps qui passe fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Je trouve ça magnifique. Et puis il y a un rapport dans toutes ces interviews au temps qui passe, à la vieillesse, au manque et à l'amour. Mais nous sommes ici pour parler des manuscrits de La gloire de mon père et du château de ma mère. Et on va vous raconter un petit peu comment tout ça a commencé. Ça a commencé dans un grenier. C'est vrai. C'est vrai. Ma grand-mère refusait qu'on touche aux manuscrits de mon grand-père. Karine en sait quelque chose, elle voulait les consulter, c'était très très difficile. Et quelque temps avant de nous quitter, eh bien, elle a accepté que mon père et moi montions au grenier et déballions tous ces cartons qui contenaient, pour certains des manuscrits, pour d'autres des objets incroyables, comme par exemple les enregistrements de La gloire de mon père et du château de ma mère, du temps des secrets, faits par Marcel Pagnol, avec le micro qui avait servi. On était très heureux, mais on a vite déchanté, parce qu'on s'est aperçu que tous ces manuscrits étaient sur feuilles volantes, donc exit l'image d'Épinal du cahier des colliers. Bien sûr qu'il y avait des cahiers des colliers sur lesquels il écrivait, et que tout était mélangé, et que la tâche de classification n'allait pas être facile. D'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. Et c'est là que commence ma rencontre avec Jessica. Karine, je te connaissais depuis très longtemps, parce que Karine Anne, enfin, tu étais très petite. Karine fait partie du prix du jury Marcel Pagnol, qui a été créé par Floris Grimaud il y a maintenant 20 ans. Nous allons fêter cette année le 20e année du prix Marcel Pagnol, donc qui célèbre et qui couronne un auteur écrivant autour du thème de l'enfance, de la filiation, de l'identité. Et tu fais donc partie des membres du jury. Tu es d'ailleurs fondateur, grosso modo, en tant que membre du jury. Et je vais laisser maintenant la parole à Jessica qui va prendre le relais et commencer à nous raconter comment tout ça s'est passé. Merci Nicolas. Je disais tout à l'heure que c'était une aventure littéraire et humaine, et c'est vrai que spontanément, alors la démarche qui consiste à publier la reproduction d'un manuscrit, elle est particulière, hein. C'est entrer dans l'histoire d'un écrivain, dans les coulisses de sa création. Karine, dont c'est le métier et qui est plongée dans l'œuvre de certains auteurs, et Nicolas, dans l'œuvre de Marcel Pagnol, en savent quelque chose. Mais c'est vrai que cette aventure humaine, pour moi, j'y tiens parce que on est sans arrêt confronté à de nouvelles problématiques en fonction du document qu'on a envie de reproduire, en fonction de l'auteur auquel on s'attache. Et je dirais évidemment que chaque écrivain a son univers, encore une fois. Et avec Marcel Pagnol, j'ai découvert un univers absolument merveilleux, un univers qu'on va retrouver dans ces manuscrits dont on parlera ensemble. Et j'ai découvert aussi autour de lui une galaxie de gens comme Nicolas, évidemment au premier plan, comme Karine, Floris, qui s'attachent à faire rayonner l'œuvre encore et toujours. Et c'est comme ça que les écrivains continuent d'exister. Évidemment qu'il y a la qualité de l'œuvre qui subsiste dans le temps, mais je dirais que l'investissement des héritiers, des petits-enfants, d'une famille, des amis, est fondamental. Et qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'écrivains dont on ne parle plus et qui ont pourtant derrière eux une très belle œuvre, mais qui ne sont plus comme les Marcel Pagnol, aussi connus, aussi célébrés, aussi lus, aussi redécouverts à travers diverses adaptations. On parlait de la bande dessinée il y a un instant, mais c'est une fabuleuse démarche que celle de mettre Marcel Pagnol en bande dessinée pour le rendre accessible encore peut-être à un public différent.
Alors, les manuscrits, puisqu'il s'agit des manuscrits, voilà comment l'idée est venue. Notre maison s'occupe vraiment essentiellement de reproduire des manuscrits de grandes œuvres. Donc on a publié dans le passé L'écume des jours de Boris Vian, Notre-Dame de Paris. On est vraiment essentiellement sur des grands classiques de la littérature. Et Karine, que je connais depuis 2 ans et demi, je plaisante, Karine et moi avons longtemps travaillé ensemble à TF1 et LCI autour d'une émission littéraire aujourd'hui disparue, qui invitait d'ailleurs très régulièrement Nicolas pour parler de ses ouvrages. Et c'est dans cette émission que j'ai rencontré Karine, que j'ai travaillé avec elle avec bonheur. Et c'est grâce au livre que Karine avait publié sur Marcel Pagnol que l'idée, petit à petit, a germé dans mon esprit d'essayer de voir si quelque chose était possible avec les manuscrits de la gloire de mon père. Et donc, grâce à Karine, grâce à Florise, hop, j'ai fait la connaissance de Nicolas. Et là, je dois vous avouer que ma première visite au square de l'avenue Foch a été un choc, un bouleversement, de la joie, de l'émotion. Je pense que, évidemment, je n'étais pas la première à qui ça arrivait. Nicolas a dû regarder ça d'un œil malicieux et en même temps averti. Je vais rebondir. Non, pas du tout. Alors, effectivement, quand des personnes arrivaient chez mon grand-père, chez ma grand-mère, ils étaient toujours très émus, d'autant plus s'ils sont sensibles à la littérature, à la Provence. Je connais quelques personnes ici qui sont venues chez mes grands-parents et qui m'en ont beaucoup parlé. Mais pour moi, ça n'avait rien à voir. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère venait de décéder et que cette maison allait être vendue. Et on était en fait, en même temps qu'on triait ces manuscrits, eh bien, on organisait le déménagement. Les camions arrivaient et vidaient cette maison, ses souvenirs. Moi, j'avais habité 4 ans chez ma grand-mère pour l'accompagner jusqu'à son départ. Et ce projet, lorsque vous êtes venu, tu es venu au square, et puis après Nicolas, et qu'on a décidé de scanner tous les documents, tous les manuscrits, parce que nous avions décidé de les donner à la Bibliothèque nationale française pour que les manuscrits ne soient pas éparpillés, dispersés en salle des ventes. Donc on a décidé de les scanner. Et ce moment, je me rappelle, vous étiez tous dans le salon avec l'appareil photo, les lumières, tout ça par terre, sur cette vieille moquette un peu poussiéreuse, avec la table en marbre, les tableaux de Marcel et Jacqueline, et on passait chaque feuillet sous l'appareil photo. Ça a été un moment de grâce pour moi, parce que c'était un acte fondateur, un acte important qui n'avait jamais été fait. Et il se déroulait chez Marcel, alors que cette maison allait perdre son âme, quoi. Et pour moi, du coup, c'est un surplus d'âme, tout ça. Et c'est, en tout cas, pour moi, l'émotion était bien là, même si c'était effectivement une émotion différente de la tienne. Et Karine, voilà, a été d'une aide fondamentale dans cette histoire. Alors, pas dans le processus de numérisation qui était nécessaire au préalable, mais ensuite, dans ce qui a été notre démarche. Alors, Nicolas avait déjà commencé à étudier toute cette masse de manuscrits, mais c'est ensuite vers Karine que nous nous sommes tournés pour s'interroger sur ce qu'il convenait de faire. Parce que quand tu m'as dit « Ok, très bien, on y va, on va faire le manuscrit de la gloire de mon père » et que j'ai vu le manuscrit de la gloire de mon père, comment vous dire, j'étais un petit peu... j'ai eu quelques interrogations en voyant la masse de documents et en voyant ce que ça pouvait représenter. Et là, le travail d'une spécialiste comme Karine a été fondamental. Voilà, donc enfin, moi, Jessica m'a téléphoné en me disant il faut vraiment qu'on se voit parce qu'il y a un petit souci. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et elle est donc arrivée chez moi. J'ai cru qu'elle emménageait pour 2 ans, quoi. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec des cartons en me disant ben voilà, les soucis, c'est ça. Et effectivement, on s'est retrouvés devant une masse de documents et en se disant qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y avait plusieurs routes possibles en fait. Parce que l'écriture de Pagnol est une écriture très particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû certainement commencer les souvenirs d'enfance en se disant il y a certains épisodes qui doivent figurer dans ses souvenirs. Et il a rédigé ces épisodes. Alors, d'une certaine manière, puis d'une autre, puis d'une troisième, puis d'une quatrième. Et puis après, il repartait peut-être sur la synthèse des 2 premiers. Et puis, donc, on arrive à une masse de documents colossale,
parce qu'en fait, on a plusieurs fois le même récit, mais écrit différemment. C'est très particulier, parce que vous avez, par exemple, je le disais tout à l'heure, un manuscrit de Flaubert, vous avez 43 feuillets pour un paragraphe. C'est-à-dire que Flaubert écrit un paragraphe, et ensuite il file la métaphore, et on voit le paragraphe qui se transforme sous nos yeux. On perce la rature, d'ailleurs, avec un rayon X, pour savoir ce qu'il a écrit dessous, et être capable, effectivement, de faire ce qu'on appelle une recherche génétique, c'est-à-dire de remonter à la genèse de l'écriture. Pagnol n'œuvre pas du tout comme ça. Et Jessica est arrivée avec une masse de documents, et on se disait, mais est-ce qu'on doit retrouver finalement la dernière version? Est-ce qu'on va publier? Je précise juste, c'était des photocopies. Hein. J'ai Oui, pas emmené les non, manuscrits chez ça, Karine. bien sûr que non. Non. Mais voilà, est-ce qu'on doit publier la dernière version? Est-ce qu'on doit publier en mettant les trois, par exemple, les trois paragraphes quand il y en avait trois? Lequel on doit choisir? Mais ça a été, et alors le tout mélangé en plus. Donc c'était ça, ou c'était, voilà, parce que ça aurait été, sinon c'était Mais trop heureusement qu'on avait quand même un peu d'ordre grâce à l'intervention de Nicolas en amont. En amont, oui, parce que... Oui, il était farceur, Marcel. Il nous a laissé un sacré jeu de pistes. C'est vrai qu'en découvrant les manuscrits, bon, j'ai essayé de les classer autant que peut se faire, quoi. Mais par exemple, sur une page, vous aviez, parce que par exemple, Marcel a écrit Topaz et Marius en même temps, et bien sûr, au recto, vous aviez Marius, et puis au verso, c'était Topaz. Hein, vous le rangez dans quelle pochette? Donc c'était compliqué. Même après avoir fait un pré-classement, c'était encore complètement le fouillis là-dedans. Hein. Il a fallu se référer à la qualité du papier pour pouvoir dater la version, mais aussi à la graphie de Marcel Pagnol. Au début de sa carrière, il a une graphie très nerveuse, très sèche, qu'on ne lui connaît absolument pas, celle d'un jeune homme qui a un désir de réussite, qui est sans doute très nerveux, très anxieux. Et au fur et à mesure que le temps passe, que le succès s'installe et qu'il se sent arriver, peut-être qu'il a plus de temps et moins de pression personnelle sur son œuvre, eh bien, on a une graphie qui s'arrondit, on sent qu'il prend plaisir à écrire. Ça, c'est très important. Il y a jamais une rature rageuse. Il y a jamais. Hein, on sent qu'il prend plaisir, qu'il prend son temps. Donc, en même temps, il prend son temps, mais c'est aussi une écriture extraordinairement travaillée, parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que quand on remonte par exemple à La petite fille aux yeux sombres ou à Pirouette, c'est une écriture extrêmement ampoulée. Il va parler d'argent en disant ces petits disques de métal qui tintinabulent dans ma poche. On se dit mais il nous parle de quoi? Et c'est pas du tout. Enfin, pour quelqu'un qui saurait pas que c'est Pagnol, on n'identifie même pas son écriture. Et ça montre effectivement l'extraordinaire travail d'épure qui a été le sien pour arriver à ce style qui est à la fois concis, extraordinairement imagé, très incisif et redoutablement efficace. Oui, donc pour revenir au classement, il y a déjà eu donc un pré-classement qui a été fait par mon père et moi par rapport au papier, la couleur du papier ou les entêtes des papiers et l'écriture de Marcel. Et ensuite, effectivement, Karine et Jessica sont rentrées dans un autre travail, c'est-à-dire un classement beaucoup plus précis, appuyé sur le texte définitif, déjà pour essayer de reconstituer, je ne dis pas de bêtises, le manuscrit complet. Et là, elles se sont aperçues avec horreur que pour chaque page du texte définitif, il en existait 10 de manuscrits. Alors, effectivement, lesquels choisir, comment faire, dans quel ordre, plus les épisodes qu'il n'a pas gardés. Et dans ces 10 pages, quel est le premier jet, quel est le dernier? Bon courage, tu vas nous expliquer comment tu as fait. Alors, on a tout jeté en l'air. Des litres de thé. Voilà, déjà, ça c'était le point de départ. Mais oui, enfin, ça a donné lieu à des discussions. On s'est vraiment posé beaucoup de questions, parce que un manuscrit, c'est quelque chose qui se manipule avec énormément de respect et, j'allais dire, d'humilité. On peut pas entrer comme ça dans l'intimité d'un écrivain, dans ses repentirs, dans ses hésitations, sans se dire à chaque fois, il me faut être respectueuse, il me faut essayer de comprendre pour coller
vraiment au plus près. Et ça, c'était vraiment notre démarche. Et à la fois se dire, oui, mais on s'adresse vraiment aux amoureux de Pagnol, parce que vraiment, quand on achète le manuscrit des Saints-Pères, c'est vraiment une merveille. Donc, c'est quelque chose qui a une âme, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et on se dit, qu'est-ce qui peut plaire aux gens? Qu'est-ce qui peut leur faire plaisir par rapport à La gloire de mon père publiée que tout le monde connaît? Qu'est-ce qu'on a envie de comprendre, en fait, de Marcel Pagnol? Qu'est-ce qui va nous mettre le plus sur la voie de son mode opératoire quant à son écriture? Et ça, c'était toutes nos interrogations. Est-ce qu'on doit mettre un paragraphe qui a été supprimé de la version définitive? Est-ce qu'on doit mettre les 3 versions d'un paragraphe? Ah oui, mais alors là, on n'aura plus quelque chose de vraiment très lisible, parce que du coup, les gens liront 4 fois la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça a été... Alors, on espère très humblement avoir fait les choses correctement. En tout cas, on y a mis tout notre courage et notre cœur. Mais à l'arrivée, enfin, moi, je trouve que le travail est beau, parce qu'en réalité, on est à la fois dans l'univers de La gloire de mon père, on est dans un texte qu'on connaît, qui nous parle au cœur, parce qu'on le porte en nous, et en même temps, alors c'est pas une phrase de Macron, hein, ça n'a rien à voir, et en même temps, on est dans un objet nouveau. C'est-à-dire que quand vous allez feuilleter ce manuscrit, eh bien vous aurez, j'allais dire entre guillemets, un nouveau Pagnol d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que pouvaient faire les éditions des Saints-Pères. Vraiment. C'est un cadeau collectif d'ailleurs, parce que le processus de réflexion dont Karine et Nicolas vous parlent, ça a pris quelques semaines, et ensuite on est abouti à cette conclusion qui consistait à se dire, ok, on veut reconstituer donc la trame narrative, on veut qu'en effet le public de Marcel Pagnol puisse retrouver ce qui l'a tant fait rêver à la lecture de ce roman, de ce livre, et ensuite qu'est-ce qu'on peut y ajouter, qu'est-ce qu'on montre à travers ces manuscrits. Et c'est vrai que, voilà, je disais tout à l'heure que chaque aventure éditoriale, en tout cas nous concernant aux éditions des Saints-Pères, est unique, et c'est vrai, parce que chaque écrivain a sa manière de travailler et qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes choses chez Flaubert, chez Balzac, chez Marcel Pagnol, chez Proust. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est très joli aussi, parce que Paul Auster, qui est un auteur pour le coup encore vivant et encore un des rares à écrire à la main, puisque ça aussi c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui on n'écrit plus à la main. Donc toutes les erreurs et tous les repentirs et tous les agacements qu'un écrivain peut avoir vis-à-vis de sa propre écriture, des écrivains d'aujourd'hui ne laissent pas ces traces-là. Et donc c'est un peu la raison d'être des éditions des Saints-Pères, c'est de pouvoir montrer cet envers-là du décor, c'est pouvoir montrer la personnalité d'un écrivain au travail et dire des choses que malheureusement on perd avec l'usage de l'ordinateur. Bref, pour en revenir à Paul Auster est un peu comme Marcel, il écrit, il réécrit et il rature relativement peu. Et quand on s'est retrouvé avec, là c'était à New York, puisque les archives sont à New York, devant la même question, que fallait-il faire, on n'a pas du tout opté pour la même solution que pour La gloire de mon père. Ça ne s'y prêtait pas. Et là, ce qu'on a préféré montrer au public, c'était de montrer différentes strates d'écriture d'un même texte à différents moments de l'écriture. C'est-à-dire un brouillon, une étape un petit peu plus aboutie et l'étape quasi finale. C'est un vrai choix éditorial et c'est une vraie question qu'on se pose en fonction du manuscrit qu'on a face à soi. Des manuscrits qui sont beaucoup plus simples et je suis certaine qu'il y en a dans les archives, enfin probablement dans les archives Pagnol, mais... On peut encore tout trier. Oui, mais en tout cas, pour certains manuscrits, la question est effectivement plus simple. C'est quand vous avez le début, le milieu, la fin d'un bloc. Et là, on se retrouve... voilà, les questionnements sont encore différents, mais ils concernent d'autres sujets. Mais peut-être, j'aimerais qu'on revienne un instant, si vous êtes d'accord, sur la jeunesse de l'écriture de Marcel Pagnol et de ses souvenirs, parce que c'est une très jolie histoire qu'il faudrait... Vas-y. Merci Jessica. Je veux bien commencer à répondre à cette question. La genèse de l'écriture, en fait, on en trouve une trace très claire, très nette. Il y a 4 feuilles manuscrites qui n'ont pas été reproduites dans cette édition, qui date de 1932,
où Marcel commence d'ailleurs par « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garde-à-banc couronné de chèvres », cette ville dont les tuiles si rouges font penser à un incendie, enfin... Voilà. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase, « Tous les pays sont beaux pour ceux qui ont vu pour la première fois le sourire penché de leur mère », qu'il ne reprendra pas dans... Et ce manuscrit date de 1932, et cette date, elle est très importante dans la vie de Marcel, c'est la date du décès de son petit frère Paul, le dernier chevrier de Virgile. Comment Paul meurt-il? Paul est épileptique, ça devient ingérable, et il va persuader son père, Joseph, d'envoyer Paul dans une clinique en Belgique où Marcel a entendu dire qu'il y avait un grand professeur, le professeur Lovers, qui opérait les épileptiques. Bon, Paul va mourir dans cette clinique, il ne supportera pas l'opération, il fait une syncope suite à l'anesthésie. Marcel s'en voudra toute sa vie. Donc on s'aperçoit déjà que la genèse, la gloire de mon père, qui ne portait pas le titre, mais enfin c'était juste quelques feuillets, était destinée à Paul. Marcel avait perdu sa mère. Bien sûr, à 15 ans, en 1910, Augustine était morte suite à des complications apparemment qui sont apparues lors de la naissance de son dernier fils, René, le dernier frère de Marcel. Et puis Marcel va laisser tomber cette idée. Et en 1951 ou 52, je ne sais plus, Joseph, son père, va mourir. Et puis en 1955, Estelle, sa fille, va mourir. C'est un cataclysme. Un cataclysme. Il arrête le cinéma pour différentes raisons. Il se remet au théâtre. Il connaît deux fours formidables que sont Jazz et Fabien, alors que Fabien est une très très belle pièce. D'ailleurs, la compagnie La Cour des Grands, compagnie aubagnaise, la mise en scène l'a créée l'année dernière et cette année, elle sera au Festival d'Avignon. Bon, quoi qu'il en soit, il se questionne sur son renouvellement artistique. Il est en proie au doute. Va-t-il pouvoir se réinventer? Va-t-il pouvoir se sortir de cette dépression qui le ronge suite à la perte de sa fille? Eh bien, grâce à sa femme, Jacqueline, notre Manon des Sources, il va réussir à surmonter tout cela et il va rejoindre, moment penser, ses chères ombres, son père, sa mère, son frère, et retrouver ce paradis perdu. Mais donc il ne faut pas croire que c'est uniquement pour un retour à la Provence ou un retour vers le père ou un retour vers la famille en général. À la base, au tout début, c'est un hommage à son frère parce que je pense qu'il s'est senti coupable toute sa vie de la mort de Paul. Et donc, un soir, Pagnol dîne à Paris, dans le cercle parisien. C'est un conteur magnifique, donc on aime bien l'avoir à sa table. Et il dîne avec Hélène Lazareff, qui dirige le journal Elle. Et il commence de raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance. Et Hélène Lazareff lui dit « Mais c'est formidable, on pourrait effectivement publier ça en épisode dans les numéros pour Noël. » Et Marcel lui dit « Oui, il n'y a pas de problème, ça, quand tu veux, il n'y a pas de problème. » Puis on passe à autre chose, c'est Marcel. Et quelques jours plus tard, au square de l'avenue Foch, se présente un coursier qui vient et lui dit « Monsieur Pagnol, je viens chercher vos feuillets. » Mes feuillets? Ben oui, les feuillets des épisodes que vous devez donner à Madame Lazareff. Pagnol dit « Mais j'ai pas écrit ça, voilà, j'ai rien écrit du tout. » Et le coursier lui dit et c'est très embêtant parce que si jamais je repars sans les feuillets, moi je suis viré. Donc Pagnol lui dit écoutez, installez-vous là dans le jardin. Et il monte et il écrit quelques épisodes, effectivement, qui seront publiés dans le journal Elle et qui vont connaître un franc succès. Et ça va l'inciter à se dire finalement, j'ai peut-être des choses à dire. Et peut-être effectivement que je pourrais avoir un public, suite à ce que tu disais, cette dépression, peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Mais là où les choses se gâtent, c'est que Pagnol a toujours raconté ça comme étant le point de départ, la genèse des souvenirs d'enfance. Or, quand vous retombez dans les archives de la Bibliothèque nationale de France sur ces fameux articles publiés dans le journal Elle, ils n'ont juste rien à voir avec la gloire de mon père. Donc, en fait, oui, mais même, c'est pas du tout la même écriture, ça n'a rien à voir. Seulement ça va plomber, et j'emploie ce mot à dessein, ça va plomber la réputation
de Pagnol. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est de l'écriture voilà, rapide, c'est de l'écriture de la facilité. Alors ça vient ensuite après la polémique du théâtre en conserve. Donc voilà. Et c'est ce qui fait que quand j'ai voulu faire ma maîtrise, mon DEA, mon doctorat sur Marcel Pagnol, oui, mais non, ça je le dis parce que voilà. Quand j'ai voulu le faire à l'université, on m'a dit non, mais attendez, vous n'allez pas faire Marcel Pagnol. Si vous voulez faire un écrivain du Sud, faites Giono. Et je viens de croiser une jeune femme, je ne sais pas si elle est parmi nous, si elle est là, elle lève la main, voilà, je la vois, qui vient de rencontrer exactement, 20 ans plus tard, exactement le même problème, qui se bagarre avec courage pour faire reconnaître ses travaux. Elle a travaillé, elle, sur les traductions de Marcel Pagnol, qui a traduit Virgile. Comme vous le savez, Marcel Pagnol lisait Virgile, Homère, Goethe et Shakespeare dans le texte. Donc c'était quand même quelqu'un d'extraordinairement érudit. Et cette jeune femme se bagarre pour réussir à faire... elle a dû se battre pour réussir à faire admettre le fait qu'elle souhaitait travailler sur Marcel Pagnol dans un sujet qui est en plus extraordinairement pertinent et intelligent. Donc aujourd'hui, on est encore victime de cette espèce de légende qui a entouré Marcel Pagnol sur cette écriture de la facilité qui vient de cet épisode d'Hélène Lazareff, parce que Pagnol lui-même aimait bien le raconter, ça le faisait rire, et il n'a pas peut-être réalisé à l'époque que ça donnait de lui l'image qu'il n'a pas. Et quand on a ces manuscrits dans les mains, avec ce monceau de pages, là, vous voyez que certes, c'est un écrivain qui a une écriture très fluide, très, très, très belle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, simple dans les mots. Le mot le plus compliqué, c'est le mot synégétique, il n'y en a pas d'autre. Il a des figures de style extraordinairement simples, complexes, avec des mots extraordinairement simples. Mais c'est le fruit d'un travail colossal. Et moi, je ne connais pas un grand écrivain qui ne soit pas un travailleur acharné. Et quand on voit justement, et quand on écrit, Jessica, on en parlait tout à l'heure, c'est la discussion qu'on avait, il n'y a rien de plus difficile que de retrancher dans un texte. Et c'est ça qu'il faut savoir faire. Quand vous arrivez à la fin d'un chapitre ou de votre manuscrit, être capable de vous dire, il faut que j'ai une écriture resserrée, qui soit efficace. Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Je l'enlève. Est-ce que ça, je ne l'ai pas déjà dit? Est-ce que ça, on ne l'a pas déjà compris au chapitre précédent? Je l'enlève. Combien de livres aujourd'hui vous avez dans les mains en vous disant « Ah, c'est dommage, s'il y avait eu un travail éditorial. » Alors, le gros problème, c'est qu'on n'a plus de vrais éditeurs. Ça, c'est dommage aussi. Mais il faut savoir sabrer. Bah, c'est vrai. Après la Sorbonne, les éditeurs. Voilà. Non, mais il faut savoir... non, mais alors, je le dis avec d'autant plus de sincérité que j'ai à côté de moi Jessica, et je lui rends cet hommage parce que j'ai travaillé avec elle. J'ai donc écrit effectivement la présentation de ce manuscrit de La gloire de mon père. Elle a été mon éditrice sur ce projet. Et que moi, je suis justement quelqu'un qui veut travailler. J'attends qu'on me dise, on a besoin d'un regard extérieur. C'est nécessaire. Et Jessica avait ce regard-là et on a travaillé. Et elle me disait, ça me convainc pas. Est-ce que tu penses que tu pourrais le dire autrement? Ça, je disais, non, ça, on est obligé de le garder parce que ça, c'est important. Ou je disais, ah bah oui, c'est vrai que tu as raison. Ça, c'est pas très pertinent. Ça a donné lieu à de nombreux fous rires aussi. Mais c'est nécessaire, ce travail sur un texte. Et penser que Pagnol pouvait, comme ça, avoir écrit La gloire de mon père à sa table de travail en 2 mois... entre 2 pastis, mais c'est simplement ridicule. Et quand vous travaillez... Alors, ça, c'était le degré, j'allais dire, le degré 0 de cette comment dirais-je, de cette supercherie autour de Pagnol. La suite, c'est aussi de réaliser, quand on étudie le texte et qu'on revient au manuscrit, justement, c'est de comprendre que, en réalité, les souvenirs d'enfance ne sont pas des mémoires. Et c'est là où Pagnol nous embarque. Parce que quand vous le lisez, vous avez l'impression qu'on vous décrit des grandes vacances, pour faire court. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez l'impression des grandes vacances, tout un été, de ces 2 enfants qui courent dans les collines avec plein de choses, etc. Et en réalité, je rejoins ce que disait Floris tout à l'heure, vous avez déjà 2 sessions de grandes vacances, et puis vous avez surtout... La phrase que tu citais tout à l'heure, elle fait tourner la vie, l'eau des moulins, etc., c'est déjà le Pagnol
beaucoup plus âgée qui parle. Telle est la vie des hommes, de très grande joie, très vite effacée par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. C'est la mort de sa mère. Donc là, on a le Pagnol adolescent. Et quand on est dans le château de ma mère, où il dit tremblante et à jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils, on est dans le Marcel Pagnol, cinéaste, qui a acheté la Busine. Donc quand vous avez ces petits repères-là, vous vous dites, mais en fait, il m'a embarqué complètement. C'est toute une énorme tranche de vie. Mais il va réussir à l'authentifier en vous disant, le matin du 9 août, il y eut un orage. Bien sûr, on va s'en souvenir des années plus tard. Mais ce genre de petits détails, vous vous dites, mais c'est presque un journal tenu chaque jour. Et c'est là où il a un extraordinaire travail de la part de Pagnol, c'est qu'en réalité, il nous fait croire qu'il nous livre, j'allais dire, presque son journal intime au jour le jour, alors que c'est complètement romanesque et que les manuscrits nous permettent justement de contrôler, de comprendre tout ce qui est tombé dans le creuset de l'alchimie de la création et qui a nourri son processus créatif et son écriture. Donc un manuscrit, c'est un objet magique. Finalement, ce que dit Karine, et c'est ce que j'ai trouvé aussi très intéressant quand on s'est penché sur ces documents, c'est que la validation des théories de Karine sur l'écriture de Marcel Pagnol, la validation de ce que Nicolas commençait à instruire auprès du public, se sont retrouvés, ce sont des validations qui ont été vraiment appuyées par les documents. Et ça, effectivement, c'était nécessaire pour pouvoir poser des mots très justes sur la manière d'écrire de Marcel Pagnol et sur sa manière d'envisager son écriture, son processus créatif. Alors spécifiquement, évidemment, pour les souvenirs d'enfance, puisque c'est ce qui nous a tenus occupés tous les trois. Mais après, j'imagine qu'on peut l'étendre à beaucoup d'autres choses. Et quelle n'a pas été... sans doute ton émerveillement en découvrant ceci. Oui, Marcel, il nous ment tout le temps. Enfin, c'est un auteur, c'est un artiste. Ali Darouf lui disait, Marcel, je sais que tu mens, mais continue, je me régale. Voilà, c'est ça. Mais je vais prendre un exemple très simple. Il y a sans doute parmi vous des chasseurs. Alors, je vais vous demander, quand est la saison de la chasse à la perdrix? Quand les perdrix descendent-elles? Certainement pas à la fin du mois d'août. La fin des vacances scolaires, c'est la fin du mois d'août. Et les Bartavelles... Mais les Bartavelles, il n'y en a pas. Premièrement, il n'y en a pas. Elles sont dans les Hautes-Alpes. Et deuxièmement, on ne peut pas il n'y en a pas à la fin du mois d'août. Oui, non, mais je parle de la migration de la perdrix. C'est pas les dates de chasse. Non, mais attends, oui, José, on va pas épiloguer sur des détails comme ça, mais Marcel, il nous embarque dans des petits mensonges. Oui. Très franchement, quand Joseph et l'oncle Jules arrivent à la Bastide-Neuve, ce sont des urbains qui arrivent à la campagne. Marcel nous présente l'oncle Jules comme un grand chasseur, son père comme un grand chasseur. C'était deux gars endimanchés avec des pétoires dans le vallon de Passe-Temps. Mais ça, là où il est formidable, c'est que, pour le coup, il écrit ça, c'est le vieux Pagnol qui nous parle quand il écrit, mais il nous le fait voir avec son œil d'enfant, et on y croit. C'est là, on le sait qu'il nous ment, c'est pas possible. Et c'est là où tu dis, ce ne sont pas des mémoires, c'est un récit. Et Marcel le dit, il dit, je ne vous dis pas que tout est juste. Je peux juste vous garantir que les détails sont exacts. C'est tout. Sinon, ce serait pas très intéressant. Il s'agit de quoi comme histoire? En fait, la trame en elle-même n'est pas une trame... c'est pas digne d'une grande œuvre dramatique ou quoi que ce soit. C'est tout ce qu'il met autour, toute cette vie, tous ces personnages, et ce va-et-vient entre la vision d'un enfant et la vision d'un grand-père, la vision de l'enfance qu'a eu un grand-père par ce même grand-père. C'est là où ça devient intéressant, et il nous donne beaucoup de nostalgie. Il crée des héros qui sont tellement faibles. Et d'ailleurs, la preuve en est, il nous donne la clé de qui était son père. Et il donne la clé, il nous dit qu'il a menti pratiquement pendant tout le bouquin en le présentant comme le... Il dit, et je surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité. J'ai senti que je l'en aimais d'autant plus. Mais là, c'est pas le gosse qui parle, c'est forcément le vieil homme qui plus tard dira dans une interview, quand je pense à mon père aujourd'hui, je pense à un très jeune homme et je pense à tous les conseils que je pourrais lui donner.
C'est super beau, quoi. Et c'est cette relation au temps. Et effectivement, il y a toujours une distanciation chez Marcel. Oui, il voyage. Il dit aussi de sa mère, elle avait 20 ans et elle les eut toute sa vie. C'est ça. Oui. Vous voyez, en fait, à travers les manuscrits, tout ce qu'on peut dire d'un homme, parce que là, on parle de... C'est quoi le démarrage de cette discussion? Ce sont de vieux cahiers, de vieux feuillets volants, une écriture merveilleuse, mais voilà, dont il a fallu percer les mystères. Et on en vient, en fait, systématiquement à parler de l'homme. Et en tout cas, moi, cette écriture-là, on parlait de la calligraphie aussi, de sa beauté il y a peu de temps, mais j'ai été complètement époustouflée par le côté très accueillant de cette calligraphie-là, qui est évidemment pas le cas de tous les documents manuscrits que j'ai pu voir passer. J'ai beaucoup travaillé sur Simone de Beauvoir et Marcel Proust, et je peux vous assurer qu'ils m'ont pas accueilli de la même manière. Et là, c'est vrai que chez Marcel Pagnol, et la façon dont vous en parlez tous les deux, et vous le connaissez infiniment mieux que moi, m'évoque un lien très direct avec la manière qu'il avait d'écrire. Et ça, voilà, encore une fois, seul le manuscrit permet de l'approcher. Et après, il y a une grande question, peut-être, qui peut se poser en filigrane, c'est: est-ce que l'auteur aurait aimé vraiment montrer ses cahiers? Dans quelle mesure un écrivain a envie de montrer ces secrets-là? Je vous donne un exemple tout bête, et c'est un clin d'œil naturellement, mais Voltaire, le manuscrit de Candide, il y a plein de fautes d'orthographe dedans. Zola aussi. Je plaisante à moitié, puisque évidemment à l'époque de Voltaire, les règles de l'orthographe ne sont pas fixées comme aujourd'hui. Enfin, c'est amusant. Et je pense que les anecdotes sur les secrets d'écriture des écrivains, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'Albert Cohen a désiré brûler tous ses manuscrits? On le saura peut-être jamais, mais en tout cas, voilà, c'est une question qui peut être posée dans certains cas. On peut savoir pourquoi Albert Cohen a brûlé ses manuscrits en lisant un superbe livre que j'ai commis avec un ami, Thierry Day, qui s'appelle « Je te souhaite beaucoup d'ennemis comme moi » aux éditions Robert Laffont, que vous pourrez trouver à la sortie. Mais concernant la divulgation des manuscrits, je parle pour ma famille, hein, autant je ne publierai jamais une œuvre théâtrale, dramatique, cinématographique ou littéraire de Marcel Pagnol qui n'est pas publiée lui-même de son vivant, alors qu'elle était achevée, parce que c'est la volonté de l'auteur, qui estime vraisemblablement que cette œuvre n'est pas aboutie, qu'elle ne mérite pas d'être publiée. Donc ça, je ne publierai... Alors, quel regard tu portes sur la publication du Temps des Amours, alors ? La publication du Temps des Amours, le manuscrit était quasiment terminé. On ne sait pas ce qu'il s'est passé entre René Pagnol, Bernard de Fallois et Marcel Pagnol. On ne sait pas ce qu'ils sont dit. Quoi qu'il en soit, Bernard et René avaient commencé à travailler sur la reconstruction du manuscrit du vivant de Marcel, à la fin de sa vie. Il a eu plus de 10 ans quand même pour le publier. Bien sûr, ça a été un travail considérable. Non, mais Marcel, entre le moment où il est mort et le moment où entre le moment où il l'écrit et le où moment Bernard où il meurt, va le publier, il s'est passé il y a des années. S'il avait voulu le publier, il y a une question de choix. Ouais. Question de choix. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je publierai jamais un manuscrit. Pardon, pas un manuscrit, hein, une œuvre non publiée. Mais quoi qu'il en soit, le manuscrit c'est autre chose. Oui. Parce que on ne parle plus de l'œuvre en définitive. Même si le manuscrit peut nous éclairer sur certains points de l'œuvre, mais on va surtout parler de la création, de la genèse, de quelque chose de très... Puis on a une relation... C'est aussi autre chose, c'est notre façon de le lire. On y trouve autre chose, il y a quelque chose de charnel dans un manuscrit. C'est le temps qui s'est fixé sur la page, ce temps infime où l'encre... arrive de la plume à la page et qui reprend la pensée de l'auteur. On est là, on est à côté de lui, c'est qu'est-ce qu'il a voulu nous donner à ce moment-là, quelque chose de l'immédiateté de la création. Moi, je trouve ça très émouvant. Comme je disais, on est entre le Marcel Pagnol qui nous raconterait l'histoire là, ce soir, hein, s'il était là, et l'édition qu'on peut trouver en livre de poche. On est entre les deux, il nous chuchote avec le manuscrit, on est presque à côté de lui.
et puis c'est très émouvant de voir que à côté d'une phrase très bien tournée, très poétique, très belle, on a la liste des courses. Non mais c'est vrai, c'est ça, on les a gardés. Ou des comptes d'apothicaire. Alors tiens, je vais acheter 3 kilos de tomates, comme ça. Et ça nous fait rentrer dans son intimité, dans sa routine, dans des préoccupations très triviales peut-être qu'il avait, quoi. Je trouve ça super. Moi, j'ai deux petites choses à dire. La première, j'ai déjà commencé d'en parler un tout petit peu tout à l'heure. C'est de constater que, quelles que soient les versions, et d'ailleurs tu l'as confirmé tout à l'heure en parlant de celle de 1932, il commence par « Je suis né dans la ville d'Aubagne ». Donc ça, on sent vraiment que c'est son ADN, c'est quelque chose qui le marquait. Et ça me fait être doublement heureuse d'être là ce soir, parce que je me dis vraiment qu'il a vraiment toute sa place à Aubagne, et que les gens d'Aubagne sont dépositaires de cette mémoire, et que c'est votre trésor, vous qui habitez Aubagne et vous qui êtes aubagnais, de ce merveilleux écrivain qui était fier vraiment d'être de la ville d'Aubagne. Et je le disais tout à l'heure, la manière dont un écrivain se présente, c'est très très important. Victor Hugo se présente aussi dans le poème que vous connaissez, « Ce siècle avait 2 ans ». Je l'ai dit, voilà, les feuilles d'automne, avec beaucoup d'emphase, parce que Hugo avait quand même conscience de sa valeur, et il a bien fait, c'était un géant. Chateaubriand qui vous dit « Dans cette chambre où ma mère m'infligea la vie ». Donc vous vous dites effectivement, Chateaubriand a toujours vécu à cheval entre 2 mondes, et avec son monde qui s'est effondré. Et Marcel, lui, Marcel Pagnol a créé cette phrase magnifique, cet effet ternaire sublime. Et c'est quand même pas rien, parce que quand vous réalisez quand même, dans la littérature française, il y a 2 écrivains dont la première phrase est restée à jamais célèbre. C'est Marcel, c'est nos 2 Marcel, c'est Marcel Proust et Marcel Pagnol. Voilà, longtemps je me suis couchée de bonne heure, et ce merveilleux « Je suis né dans la ville d'Aubagne ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont vous devez, vous, Aubagnais, être fiers. Et c'est pour ça que je disais que je suis toujours très très émue quand je viens ici, parce que c'est pas la même chose de parler de Pagnol et de parler de Pagnol avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a caractérisé. Et par ailleurs, je voudrais maintenant juste un tout petit rendre hommage à Nicolas, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure de très juste. Jacqueline, elle a aimé Marcel, ils ont été ensemble, elle était un peu la gardienne du temple. Et c'est vrai qu'elle a longtemps, elle ne souhaitait pas qu'on accède aux manuscrits. Il y avait aussi cette histoire de Marcel qui n'est pas le premier fils d'Augustine, etc. Donc toute cette histoire. Et Nicolas a eu cette merveilleuse intuition, cette ouverture d'esprit, de comprendre que justement la recherche littéraire avait besoin de ça. Et moi, j'ai attendu tant de temps pour faire ce livre, parce que j'aimais Jacqueline, parce que c'était une femme extraordinaire et que je ne voulais pas la heurter. Je savais qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. Et j'en parlais très souvent avec Nicolas. Et je lui disais, il est important qu'on le sache, parce que cette histoire-là, Marcel la porte en lui. Et ça va conditionner les thèmes récurrents de son œuvre, c'est-à-dire que ça l'a façonné aussi en tant qu'écrivain. Le thème de la fille-mère, on le retrouve dans toute l'œuvre de Pagnol. C'est un thème extraordinairement prégnant. Et moi, je voulais le présenter justement sous l'angle de la recherche littéraire, et c'est grâce à Nicolas que j'ai pu le faire, et je l'en remercie. Et c'est vrai que... De rien, merci. Non, mais c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, et puis cette sensibilité de comprendre que voilà, moi je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas écrire, publier Voici, c'était pas mon idée. Mon idée, c'était pas de raconter un ragot. Je savais que ça sortirait, bien sûr, on savait très bien que ça finirait par se savoir, mais je voulais justement le montrer, le mettre en perspective dans un travail de recherche littéraire. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que toi, en tant que petit-fils, tu n'as vraiment pas à rougir des manuscrits de ton grand-père. Donc, par rapport, effectivement, à un écrivain où il y aurait des fautes d'orthographe partout, où on pourrait se dire, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on ne publie pas? C'est vrai que la Marcel Pagnol, j'allais dire, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait. Donc, c'est aussi un hommage qu'on lui rend, finalement, en montrant ce qu'il est. Bien sûr, mais ces manuscrits, c'est un trésor. Faire sortir des manuscrits, c'est une démarche particulière. C'est une démarche particulière, parce que vous ne les faites pas sortir, vous ne les faites pas rentrer après. Vous voyez, une fois qu'ils sont publiés, ils sont publiés. Et qui va travailler sur ces manuscrits?
Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que la personne est à la hauteur? Est-ce que le travail éditorial va être à la hauteur? Est-ce que le travail de recherche va être à la hauteur? Vous ne pouvez pas vous louper. Hein. C'est un pistolet à un coup. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que Karine, Florise, on se connaît depuis pas très longtemps. C'est tout récent. C'est tout récent. Je crois que tu me faisais sauter sur tes genoux quand j'étais enfant. Voilà, c'est avant tout une démarche. La démarche, c'est de se sentir en confiance, savoir qu'on met ce trésor entre de bonnes mains et que le travail sera fait, bien fait, et surtout qu'il sera à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la qualité de l'œuvre. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que, bien sûr, mon grand-père soit lu, soit joué au théâtre, soit adapté au cinéma, qu'on fasse des bandes dessinées, qu'on fasse tout ce que vous voulez, mais qu'on le fasse bien, parce qu'une image, c'est des dizaines d'années à construire. Pour construire une belle image, c'est Marcel qui l'a créée, sa propre image, sa propre légende. Vous pouvez la détruire en 2 jours ou même une phrase. Donc voilà, je voulais vous dire, enfin, je ne vous vois pas, je vous parle à toutes les trois, que cette aventure, c'est avant toute chose une aventure basée sur la confiance, le respect et l'admiration. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être poser des questions? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, soit en fait on les a complètement endormis, soit on a été extraordinairement exhaustif. Est-ce qu'il y a Oui, après ça, voilà. Ah oui. Oui. Oui, bonjour. Donc, les souvenirs d'enfance datent de 1957. Pagnol a 62 ans. Donc, la question est simple par rapport au manuscrit que vous avez fait et la merveilleuse édition qu'on a découvert ce soir. Quelle est la différence entre les éditions que les gens ont connues en 57, Pastorelli ou autres, et quelles décisions ont eu ces gens-là, les éditeurs de l'époque, pour choisir le manuscrit par rapport à votre décision? Est-ce que... Ah oui, c'est toujours un auteur qui choisit. Oui, il était en vie, évidemment, mais est-ce qu'il a eu le choix? Est-ce qu'on sait qu'il y a eu des hésitations? Est-ce qu'on sait des choses? Les éditions Pastorelli ont été créées par Marcel Pagnol pour Monsieur Pastorelli. Monsieur Pastorelli était quelqu'un que je connaissais très bien, qui était adorable, gentil, c'était un banquier, absolument pas un éditeur. Évidemment. Bon, voilà, il a créé les éditions Pastorelli avec Marcel pour la publication des souvenirs d'enfance. Aucun éditeur ne se serait permis de dire quoi que ce soit à Marcel Pagnol. C'est Marcel Pagnol qui imposait, et les éditeurs faisaient la queue devant chez lui pour publier ses textes. Donc non, il n'y a pas eu de travail d'éditeur sur les livres de Marcel Pagnol. Jamais. Marcel Pagnol déjà était son propre éditeur à la base avec les éditions de Provence, avant même d'être publié chez Pastorelli. Les premières éditions de La gloire de mon père, ce sont les éditions de Provence, ce ne sont pas les éditions Pastorelli de mémoire, hein, chronologiquement. Donc non, aucun travail d'éditeur sur les textes de Pagnol, du vivant de Pagnol. Et il a fallu faire un travail d'éditeur parce qu'il y avait des choix qui devaient être faits, hein, du tri, des choix. On n'était pas sur un manuscrit unique apporté par un auteur, c'est bon, c'est pas bon, reprends-moi la deuxième paragraphe, machin. Non, là, on a plusieurs livres, pratiquement, oui, chacun complet, pratiquement. Il a fallu tout reconstituer. Je vais peut-être te laisser parler. Oui, et après, c'est, je dirais, la recherche génétique qui entre en jeu dans un deuxième temps et qui va pouvoir s'attacher à faire vraiment, et on ne va pas le faire ce soir, sinon on en a pour des semaines, mais qui devra s'attacher évidemment à faire vraiment cette comparaison minutieuse entre les différentes versions qui existent, qui sont publiées, qui ont été ensuite, qui sont devenus des livres ou qui sont restés à l'état de manuscrit. Mais ça, c'est encore tout un pan de la recherche qui est passionnant, qui est d'ailleurs le champ d'expertise de Karine et un objet sur lequel elle a beaucoup travaillé, qui est passionnant et qui apportera encore sans doute d'autres réponses intéressantes sur le processus créatif de Pagnol.
Merci. N'importe comment, quand on travaille sur une œuvre, moi j'ai publié aussi le même travail que j'ai fait sur Pagnol, je l'ai fait sur Gainsbourg, je suis partie vers les manuscrits. Quand vous travaillez sur l'œuvre d'un écrivain, vous êtes pratique, enfin, je ne vais pas dire obligé, puisque sur le Pagnol, je ne les avais pas encore, mais c'est forcément un outil incroyable, parce que voilà, c'est l'écrivain au travail. Vous avez l'écrivain en train d'élaborer son écriture. Donc automatiquement, c'est une mine. C'est une source incroyable. Alors là, on a intitulé aux sources de Marcel Pagnol, parce que c'est à la fois les sources de son écriture, les sources de son inspiration, et puis c'était un sourcier. Donc c'est vrai que ça le caractérise triplement, mais c'est vrai que le manuscrit, c'est un outil de travail qui est absolument irremplaçable. Alors c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, moi j'ai un peu un côté schizophrénique, parce que j'ai déjà dit à mes fils que je les déshérite de leur vivant, ou je reviens les hanter s'ils publient un seul de mes manuscrits. Mais c'est vrai que enfin, dans le cas, en tout cas, dans le cas de Pagnol, j'allais dire, on le trouvait merveilleux, on le trouve extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas pris le moindre risque par rapport à son image, parce que si jamais vraiment on pouvait avoir le moindre doute, c'est intelligent, c'est lumineux, c'est magnifiquement écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est plusieurs versions, donc on le voit travailler, mais le travailler intelligemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, je ne vois pas un aspect négatif qui aurait pu nous faire dire là, on pourrait quand même éviter de publier. Donc voilà. Nicolas parlait de confiance et Karine de respect. C'est tout à fait la démarche qui a été la nôtre dans cette aventure. Hein. Uniquement celle-ci, d'ailleurs, de compréhension, de respect, d'admiration. Et dommage, oui, dommage. Mais pour parler d'un autre Marcel dont les manuscrits ont révélé des choses, est-ce que vous saviez que la Madeleine de Proust avait été une biscotte au départ? Voilà, ça, seuls les manuscrits nous renseignent. Biscotte, tartine, gaufre, et j'en passe, c'est des métaphores culinaires avant d'arriver à cette jolie Madeleine. Voilà. Il y a une phrase de Marcel Pagnol qui est très belle et qui dit beaucoup ce que vous avez dit à un moment donné, il embellit les choses. Il dit: dans mes souvenirs d'enfance, je parle de moi. Mais de moi, je ne dirai ni du bien ni du mal. Je parle simplement du petit garçon que je ne suis plus. Un petit personnage que j'ai bien connu, qui s'est dilué dans l'air du temps à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. Tout ce que je raconte est vrai. Simplement, à la vérité, j'y mets les habits du dimanche. Là. Merci. Magnifique. Mais en fait, vous savez, si le prix Marcel Pagnol que Florise a créé il y a 20 ans, si en fait elle s'est orientée sur le fait de remettre un prix à des souvenirs d'enfance, à des gens qui écrivent dans l'univers de l'enfance, des souvenirs d'enfance. Alors, on a été obligé un petit peu d'élargir au roman familial, etc. Parce qu'en fait, on peine parfois à trouver de très beaux récits d'enfance. On a eu des succès magnifiques, on a eu des livres qui nous ont enthousiasmés. Et puis, il y a des années où ça a été un petit peu plus dur. Cette littérature lumineuse et merveilleuse de Pagnol, on a énormément de mal. Alors, on a de très beaux récits. Là, je parle sous ton contrôle, mais on a de très beaux récits, mais très souvent extrêmement noirs, difficiles, lourds, de gens qui ont vécu des choses extraordinaires et qui les racontent magnifiquement bien. Mais cette littérature ensoleillée, Pagnol, c'est quelqu'un qui nous rend heureux. Vous lisez un Pagnol, vous le refermez, vous avez du soleil. Et alors, moi, j'ai travaillé, il y a longtemps, j'ai travaillé 7 ans. Comment? C'était hier. J'ai travaillé, c'était dans les années 87 et quelques, j'ai commencé en 87, jusqu'en 94-95, j'ai travaillé sur Marcel Pagnol. J'ai laissé, et puis je suis revenue, j'ai retravaillé 1 an avec mon dossier préparatoire. Mais croyez-moi, ça a été une redécouverte. Je riais
en me disant, mais c'est vrai, j'avais oublié ça, mais c'est vrai, des passages où je me disais, mais c'est pas vrai, mais il a écrit ça. Mais il est merveilleux. Et j'ai passé 1 an à nouveau en tête-à-tête avec lui, en me disant, mais il me fait un bien fou, vraiment. Et c'est vrai que plein de fois, on m'a dit, mais comment vous faites pour avoir fait un livre sur Pagnol et un livre sur Gainsbourg? C'est quand même vraiment pas du tout le même univers. Et je résume toujours en disant, Marcel Pagnol me rend heureuse et Gainsbourg a mis des mots sur mes chagrins. Et ce sont vraiment 2 univers complètement différents. Mais s'il y en a bien un qui me rend heureuse, quand ça va pas, quand il fait gris, vous ouvrez Pagnol et vous avez immédiatement du soleil dans les yeux. Vraiment. Ah oui. Bien, d'abord, merci à nos 3 intervenants. Merci à Sylvia Barthélemy d'avoir permis cet événement manuscrit aux sources de Marcel Pagnol que nous avons monté. Voilà, on l'a décidé ici, là, dans cette galerie Argila, qui est quand même une galerie, je dirais, à la gloire de nos artistes, artisans, centonniers, céramistes. Je vous recommande cet endroit pour venir aussi déjeuner. Sophie fait une cuisine éblouissante, à la fois provençale et italienne, un vrai bonheur. Je voudrais quand même ajouter, il y a dans la salle Dan Kuipers, on a parlé tout à l'heure d'Albert Cohen, et Dan va faire paraître bientôt chez De Fallois un livre consacré au rapport entre Albert Cohen et donc Marcel Pagnol. C'est à paraître prochainement, en mai, au mois de mai. Voilà. Et moi, je vais conclure par une seule phrase que mon père a écrit dans son livre Histoire d'Aubagne. C'est quand Pagnol est venu pour la dernière fois, en 1973, donc à Aubagne. Il était déjà très fatigué. Et donc, on le suivait, il se baladait, mais on le suivait avec la voiture. Et puis, au moment de partir, il est monté dans la voiture, il a baissé la glace, la vitre, et il a dit à mon père, « Je ne suis pas encore parti et je voudrais déjà revenir ».